Café Sapiens. Je crois qu'on ne peut pas écrire de livre plus opportun que celui-là aujourd'hui, sur la fête de la démocratie. Vous avez peut-être vu sur Twitter et sur les réseaux sociaux une image d'un tag qui tourne en ce moment. Il y a écrit Macron, Louis XIV, même destin. Alors on ne sait pas très bien si le monsieur est fâché avec... Voilà, non mais Louis XIV. Alors on ne sait pas si le monsieur est fâché avec les chiffres romains, est fâché avec l'histoire, ou est un fan caché de Macron, qui proteste. Mais c'est sans doute assez emblématique d'une sorte de convergence aujourd'hui de l'affaiblissement du politique, d'affaiblissement de l'attractivité de la fonction politique, qui n'est plus briguée aujourd'hui, pour dire, par des moines soldats qui n'ont pas grand-chose à y trouver d'autre que, on pourrait dire, l'honneur de servir la France, parce qu'à part ça, on ne va pas très très bien, d'affaiblissement de nos institutions, d'affaiblissement des élites de façon générale, et de contestation de l'ordre actuel dans un contexte où nous avons plus besoin du politique que jamais, puisque la force politique, on pourrait dire démocratique, la puissance publique est contestée dans ses capacités d'action par de grandes entreprises privées, par d'autres pays, par d'autres centres d'influence qui essayent sans vergogne et de façon très très cynique de manipuler, pas seulement commercialement mais probablement à terme aussi politiquement. Donc je crois que ce livre qui fait le point de façon assez, on va dire, très en pointe sur cette question et qui donne la parole à la fois, on pourrait dire, à un expert des technologies pas engagé en politique et puis un élu engagé en politique, une sorte, cette écriture à deux mains, je ne sais pas si on dit à deux ou à quatre mains. Bon, à quatre mains, c'est ridicule. Le piano, je comprends, mais l'écriture, c'est stupide, mais enfin bon, donc mettons à deux, quoi, est particulièrement opportun, et je crois que cette présentation et le nom que vous êtes aujourd'hui montre combien c'est un thème qui nous intéresse. Je propose que vous présentiez le livre, et évidemment, après, on va essayer de donner du temps aux questions, et comme d'habitude, je m'engage à ce que 9h30, vous puissiez être libre pour aller vaquer à vos occupations. Merci. Ben, il en a trouvé que 10. On a trouvé que 10, mais sinon Il est disponible de la chez Amazon dans 2 minutes. Avec l'intelligence artificielle. On parle des GAFA. Merci beaucoup Olivier de m'avoir invité ce matin. Alors, je commence parce qu'en fait, c'est pas un truc, c'est un bouquin qui est fait de deux parties. Hein. Une partie où je pose le constat, que vous connaissez, une partie où Jean-François essaie de répondre. Globalement, nous sommes très inquiets pour l'avenir de la démocratie, non pas parce qu'on pense que l'intelligence artificielle forte va nous écrabouiller dans un scénario à Terminator. Notre inquiétude, elle n'est pas du tout par rapport à une putative intelligence artificielle forte. Elle est par rapport à l'intelligence artificielle faible d'aujourd'hui et à ses conséquences sur le système démocratique, également sur les inégalités. Et vous savez que je suis personnellement persuadé que l'intelligence artificielle est une machine à produire des gilets jaunes, surtout dans les pays désindustrialisés comme la France, puisque, comme l'explique très bien Kai Fu Lee, le grand expert chinois du sujet, avant qu'un robot soit capable d'imiter la dextérité manuelle d'un homme, il va se passer des décennies, et en réalité, les pays industrialisés vont avoir un moindre problème d'emploi que les pays désindustrialisés, puisque l'IA concurrence les classes moyennes du tertiaire beaucoup plus sûrement qu'un ouvrier du secteur industriel. Alors, l'intelligence artificielle, bien sûr, il y a en ce moment un contre-courant qui dit que c'est pas si grave que ça. Julia, le père de Siri, a même sorti un bouquin expliquant que l'intelligence artificielle n'existe pas. On est tous bien d'accord que l'intelligence artificielle, c'est un faux nom qui a été inventé en 1956. L'intelligence artificielle ne reproduit pas l'intelligence humaine, parce que ce qu'on appelle l'intelligence humaine, c'est en réalité le mélange de 4 choses. L'intelligence, intelligere, relier les choses entre elles, mais aussi la conscience, l'autonomie et les émotions. L'intelligence artificielle a l'intelligence au sens latin du terme, c'est la capacité de relier des choses et de faire des prédictions. En revanche, elle n'a pas d'autonomie. Une self-driving car ne peut pas décider de devenir une intelligence artificielle cancérologique l'après-midi, et elle ne peut pas non plus décider de nous écraser parce qu'on l'a insultée.
elle n'a pas de conscience non plus, et vous savez qu'on ne fait aucun progrès dans la conscience artificielle à l'heure actuelle. Depuis 1956, il n'y a aucun progrès en réalité. Il y a parfois du hype sur le sujet, mais il n'y a aucun progrès vers la conscience artificielle. Et puis elle n'a pas non plus de sensibilité, hein. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de testostérone, elle ne bouffe pas, elle ne baisse pas. Et vous savez que les liens entre notre système autonome, hein, c'est-à-dire l'intestin, le cœur, le machin, les hormones, est très fort. Notre cerveau est dans un bain hormonal qui fait qu'on a les passions, les pulsions, les désirs, les fantasmes. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc oui, l'intelligence artificielle ne reproduit qu'une partie de ce que nous appelons l'intelligence, mais elle est con comme une bite, certes, mais elle a quand même un impact sociétal très très fort. Alors, il y a fort, tout le monde est convaincu, et Horvitz, le patron de l'IA chez Microsoft, dit ça très bien, c'est pas demain matin, mais il faut surveiller. C'est sûr qu'il faut être certain qu'on a des dispositifs de dépistage de l'arrivée dans quelques décennies d'IA forte, mais ce n'est pas le sujet du moment. En revanche, sur l'IA faible, on a un premier problème, c'est-à-dire jusqu'où va-t-elle aller? Est-ce qu'elle peut avoir une conscience? Jusqu'où le deep learning peut aller? Est-ce que les progrès très importants du deep learning depuis 2011, hein, depuis le réveil de l'intelligence artificielle, vont continuer à être exponentiels, ou est-ce qu'on va arriver à un palier? Est-ce qu'il y a d'autres technologies derrière l'intelligence artificielle qui vont lui permettre d'exploser? On ne le sait pas. Est-ce qu'il est possible, contrairement à aujourd'hui, de faire du deep learning avec des petits volumes de données? Alors qu'aujourd'hui, vous savez que l'intelligence artificielle exige des montagnes de données. Alors c'est très important parce que ça nous permettrait de nous émanciper des GAFA et des BATX, puisque chacun, avec sa bite et son couteau, pourrait éduquer une IA à partir d'un petit dataset. Aujourd'hui, c'est une éventualité future, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Pendant sans doute encore 10 à 15 ans, on est prisonnier des gros volumes de données, et ça pose le problème de souveraineté que vous savez. Alors, les conséquences politiques et le lien avec notre bouquin sur la démocratie, c'est que l'intelligence artificielle et la démocratie, il y a bien d'autres choses que les fake news, le complotisme, et il y a aussi le fait que les réseaux sociaux peuvent permettre d'organiser des jacqueries 2.0, hein, et à Davos, la semaine dernière, la numéro 2, la vice-présidente de Facebook, hein, Sheryl Sandberg, a dit on n'imaginait pas bien que de relier des milliards de personnes aurait les conséquences politiques que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens de Facebook n'avaient pas réalisé que de relier instantanément 100 000 gilets jaunes, ça aurait les conséquences politiques majeures, on ne l'avait pas imaginé. Et puis, bien sûr, comme les réseaux sociaux et Google assèchent les médias traditionnels, ne survivent que les gens qui sont dans la surenchère, de la polarisation, du scandale. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour des médias raisonnables, parce que vous savez bien que Amazon, plus Apple, plus Google, c'est 86% du marché publicitaire numérique aujourd'hui en Amérique du Nord, et on en prend le même chemin. Alors, par rapport à la vision cyber-utopiste qu'on avait, et bisounours qu'on avait, hein, qui était la double vision, la vision de Fukuyama, l'histoire est terminée et l'Occident a gagné, et puis les fondateurs du web, le web va nous apporter la fin des inégalités, le règne de la vérité, la fin des dictatures. On a une rupture qui est très importante et une immense désillusion qui a commencé il y a 3-4 ans, quand on a vu le grand firewall chinois, le développement des dictatures numériques, les révélations de Snowden sur ce que font nos services de secrets dans nos pays avec les backdoors et le fait que nous sommes assez fortement espionnés. Alors, au-delà des problèmes de fake news, le lien entre intelligence artificielle et démocratie, il est lié au fait qu'on voit bien que notre manipulabilité est très forte, que la capacité à comprendre notre cerveau par les algorithmes est croissante. En plus, on rentre dans une période où il y a beaucoup de gens qui sont très perturbés par le développement des technologies NBIC, au-delà de l'IA. Mes amis de la Manif pour tous, je suis totalement opposé à eux puisque je suis pro-mariage gay, mais je suis obligé de reconnaître que c'est bouleversant de voir arriver les premiers bébés OGM en Chine, 3. C'est bouleversant de voir ce qu'on commence à pouvoir faire sur notre cerveau et ce qu'on fera demain. Il y a bien évidemment
un lien qui jusqu'à maintenant a été sous-estimé dans le lien entre IA et démocratie, c'est le problème des inégalités. C'est l'un des points sur lesquels on a insisté avec Jean-François. C'est que la crise des inégalités ne fait que commencer. L'IA va produire beaucoup de gilets jaunes parce que l'économie de l'IA est une économie très compliquée, où il y a une prime de plus en plus forte aux gens les mieux formés et entre nous les mieux doués. Et les écarts sont en train d'exploser parce que la demande mondiale de gilets jaunes est en train de s'effondrer sur le marché du travail et la demande mondiale de gens très qualifiés est en train d'exploser. Parce que l'IA consomme énormément de travail très qualifié. Tant qu'on n'a pas d'IA forte, il faut une quantité inouïe de cerveau pour encadrer, gérer, gouverner les IA faibles. On le voit très bien avec le RGPD. Et puis plus on met de réglementation, plus il n'y a que les gens très doués qui comprennent. Pour arriver aujourd'hui à être développeur, c'est plus compliqué qu'il y a 10 ans. Parce qu'il faut aussi être bon en droit. Il faut comprendre le RGPD en natif dans le code. C'est plus compliqué que quand on bidouillait des balises HTML il y a 15 ans. Et donc en réalité, on a une prime de plus en plus forte aux gens multidisciplinaires, aux gens les plus doués, et ça pose un énorme problème démocratique qu'on voit partout dans le monde. Les écarts augmentent dans tout le monde. Et les dernières estimations, c'est qu'on manquera en 2030 de 85 millions de premiers couteaux à l'échelle mondiale. C'est-à-dire 85 millions de gens comme vous l'êtes dans cette salle, de gens multidisciplinaires et très bien formés. Donc les inégalités ne peuvent qu'augmenter parce qu'on a un manque terrible mondial de gens extrêmement bien formés et on a un excédent de gens moins bien formés. Et il faut savoir que la tendance est en train de s'accentuer. On connaît tous les bonus, on avait parlé lors d'un dernier petit déjeuner Sapiens, on connaît les bonus chez Google qui ont dépassé 100 millions de dollars pour les très bons spécialistes de l'IA, par tête de pipe. Et les salaires en dizaines de millions, c'est en train de s'accélérer. Mais le Financial Times a révélé récemment que la Chine est en train de capter les meilleurs ingénieurs américains en multipliant les salaires par 4. Vous gagnez 2 millions par an, les Chinois arrivent, ils vous proposent 8. Et donc on est dans une phase d'explosion salariale qui est extrêmement problématique et qui conduit aux aigreurs que l'on sait et qu'on ne sait pas très bien régler. D'autre part, on n'a pas de solution très simple aujourd'hui pour augmenter la qualification de la population. Et on en a beaucoup parlé avec Olivier récemment. L'évaluation vient de sortir sur les classes préparatoires, sur les CP, le dédoublement des classes. On est passé de 25 gamins par classe à 12. Ça entraîne un doublement de la dépense par enfant, plus 1 500 € à peu près par gamin. C'est un investissement énorme. L'impact n'est pas nul. Enfin, il est très modeste, hein. Selon la matière, entre 7,5 et 12,5% des gamins en très grande difficulté sont passés dans la case grande difficulté. Et donc 90% en moyenne des gamins sont restés en très grande difficulté. C'est-à-dire qu'ils sont à moins 2, moins 3 écarts types par rapport à la moyenne. Hein. En résultat, c'est-à-dire en test, on n'a pas calculé leur capacité cognitive. Donc ils ont gagné 0,1 écart type. C'est-à-dire des gamins qui étaient à moins 2 écarts types sont passés à moins 1,9 écart type. Ce n'est pas un progrès extraordinaire, et pourtant c'est un effort budgétaire extraordinaire, c'est x2 sur la dépense. Quand on dépense 2 fois plus, on gagne 0,1 écart type. C'est-à-dire très peu. Donc on a effectivement une montée en puissance des géants du numérique qui en réalité réalisent un vrai coup d'État invisible avec un pouvoir de plus en plus important. Ce qui se passe et qui est très visible pour les tableaux de Courbet et qui sont censurés par Facebook, c'est anecdotique par rapport aux opinions politiques. Courbet, ça se voit, et on sait pourquoi Courbet est censuré par Facebook. En revanche, nos opinions politiques, quand elles sont censurées, on ne les voit pas. Hein. Facebook supprime à peu près 1 million de comptes par jour. C'est bien sûr un processus automatisé. Une équipe humaine ne peut pas supprimer 1 million de comptes Facebook tous les jours, ils en suppriment 300 millions par an. À tort ou à raison. Donc on a un problème de souveraineté, on a un problème lié à la puissance de nos entreprises, on a aussi un problème d'égalité à l'intérieur de nos sociétés. Juste un exemple sur la difficulté que nous aurons à retrouver une souveraineté. Le budget de recherche et développement d'Amazon, c'est 18 milliards de dollars. Le budget de l'INRIA, le fer de lance de la recherche en intelligence artificielle en France, c'est 230.
18 milliards 230. Le CNRS tout entier, c'est 3,3 milliards. Comment? Millions. Mais non, pas milliards. Hélas. 230 millions versus 18 milliards. Le budget du CNRS, c'est 3,3 milliards. Le budget total de la recherche publique en France, c'est 9 milliards. C'est-à-dire Amazon, c'est quasiment 2 fois la totalité de la recherche publique française. Le seul Amazon. Donc on a un énorme problème avec, comme le dit l'un de mes amis, une déification des géants du numérique. Jadis, quand on se posait des questions, on se tournait vers Dieu. Désormais, on se tourne vers Google. Alors, quand on regarde bien, ça pose à mon avis 5 questions sur lesquelles on a peu de réponses à court terme. Le problème, c'est notre cybersécurité, notre souveraineté. C'est pas avec les budgets de la recherche en IA en Europe qu'on va assurer la sécurité de nos centrales nucléaires, la sécurité de nos missiles nucléaires, même s'ils ne sont pas branchés sur Internet. Le ticket, pour un pays, le ticket pour avoir une cybersécurité face aux IA de 2025, ça va être 50 milliards par an. La France ne peut pas toute seule, l'Europe n'a pas de politique de puissance, vous savez, nos dépenses militaires sont nulles. Il faudrait que la dépense militaire européenne monte à 4% à peu près du PIB pour qu'on soit capable d'avoir une cyberdéfense. Donc, si on n'est pas autonome, est-ce qu'on se raccroche à l'OTAN? Est-ce qu'on crée une branche cybersécurité de l'OTAN? Et est-ce qu'on, finalement, on se vassalise parce qu'on a besoin d'être vassalisé par les GAFA parce qu'on est incapable d'assurer notre cybersécurité face aux IA de l'armée chinoise associée au BATX? C'est un énorme problème. Puis, sur ces questions, on est en complet déni. Dans les ministères, il y en a qui pensent que Quant existe et que OVH est capable de lutter contre Amazon. Oui, il y en a qui le pensent vraiment. Il y a des gens qui pensent sincèrement que Quant est l'égal de Google. D'ailleurs, il y a eu une émission de radio la semaine dernière sur Europe où Quant était présenté comme le nouveau Google. Rien que pour crawler le web, vous savez qu'il y a 1000 milliards de pages sur Internet, pour crawler le web, il faut 10 milliards de dollars de matos. Rien que pour le crawler et l'indexer. Donc quand vous avez quelques millions de budget et que la BPI vous a fait les fins de mois, vous ne risquez pas de crawler le web. Donc on a notre problème de cybersécurité, de souveraineté, on ne va pas le régler d'un claquement de doigts. Et ce n'est pas avec 500 millions qu'on va devenir cyber autonome. On a bien sûr un problème d'inégalité. Dans notre pays où l'intelligence est un tabou et où les politiques n'osent même pas parler de mesure de capacité intellectuelle, c'est vrai qu'on va un peu coincer quand on voit les infimes résultats que donne le doublement de la dépense éducative. Le doublement sur les gamins. On fait x2, on gagne 0,1 type. Avant de transformer les gamins en difficulté en gamins compétitifs dans le monde de demain, il va y avoir un énorme effort et personnellement, et je l'ai écrit, je pense que nous n'aurons pas de technologie éducative pour diminuer les écarts de capacité cognitive et les inégalités intellectuelles avant plusieurs décennies. Nous n'avons pas le début du commencement d'une technologie éducative permettant de réduire les inégalités. Il y a un seul endroit où on a montré une réduction spectaculaire des inégalités intellectuelles par un programme éducatif, c'est le programme de Bush, No Child Left Behind, aux États-Unis. Toutes les données étaient bidonnées. Les 6 responsables du programme de Bush sont encore en pénitencier. Ils ont été punis pour félonie à 20 ans de camp. Ils avaient truqué toutes les données. Effectivement, ce programme a montré une réduction des inégalités intellectuelles. Grâce à Excel, tout avait été bidonné. Vous pouvez vérifier, il y a une thèse qui a été faite à Harvard sur les raisons de ce bidouillage. Les gens pensaient bien faire en montrant qu'on pouvait réduire les inégalités intellectuelles et donc ils avaient trahi l'État fédéral. Ça s'appelle félonie et c'est 20 ans de tôle aux États-Unis. Ils sont encore en pénitencier, sauf la grande responsable du programme qui est morte de ses métastases de son cancer avant le procès. Troisième grande question qu'on a à se poser, c'est comment on arrive à resynchroniser l'école, la politique, qui vont très lentement, et puis la techno, et c'est l'intérêt de ce qu'a écrit Jean-François, et d'autre part, comment on resynchronise la volonté des populistes, des gilets jaunes, de décider par RIC, alors qu'on est dans un monde ultra complexe, comment on arrive à se resynchroniser
cette désynchronisation incroyable entre des gens qui pensent que le claquement de doigts et qu'un texte de loi peut décider qu'on va doubler le budget des hôpitaux demain matin, alors que le monde est de plus en plus compliqué, de plus en plus intriqué, avec de plus en plus de contraintes juridiques, de droits européens, de finances européennes, de contraintes de toutes sortes. Le monde est ultra complexe et de plus en plus de gens pensent qu'ils le comprennent. Il y a une généralisation de l'effet Dröning, vous savez, le fameux effet qui montre que moins on connaît un sujet, plus on pense qu'on le connaît, et il est aujourd'hui généralisé. Le groupe social en France qui pense qu'il comprend le mieux le droit, et l'économie, ce sont les gilets jaunes. C'est-à-dire, les non-experts sont persuadés qu'ils comprennent mieux que tout le monde. Les désillusions vont être assez fortes. Quatrième point, c'est comment on crée la démocratie de demain. Comment on crée la démocratie numérique. On voit bien que la régulation des grandes plateformes n'est pas simple. Et d'ailleurs, les gilets jaunes sont très largement venus de ce que Facebook a fait en toute bonne foi pour limiter les fake news et notamment la manipulation par les Russes de l'Internet américain. Ils ont changé l'algorithme et ils ont augmenté la pondération des opinions de ses amis dans un petit rayon géographique et ça donne les gilets jaunes, c'est-à-dire Jojo, le 53, ne reçoit plus d'informations que de ses copains gilets jaunes. Il ne reçoit plus dans sa timeline le Figaro, le machin. Il ne reçoit que de l'information locale, des gens qui pensent comme lui. Le nouvel algo de Facebook, fait pour réduire les intrusions russes, en réalité a augmenté les bubble filters et a donc généré très largement, tous les experts sont d'accord là-dessus, a augmenté la puissance des jacqueries de type gilet jaune. Comment derrière on contrôle notre information? On voit bien que les comptes censurés le sont de plus en plus par des automatismes. C'est en fait une justice automatisée par IA qui pose un problème quand il y a en fait sur Terre deux rédacteurs en chef, les propriétaires de Google et les propriétaires de Facebook. Cette régulation est extrêmement compliquée. Le RGPD ne peut pas obliger Facebook à remettre les tableaux de Courbet, l'origine du monde, sur Facebook. Ça peut obliger Facebook à déclarer un certain nombre de choses et à respecter certaines lois européennes, mais ça ne l'empêchera pas de censurer des informations. En aucun cas, ça ne peut l'empêcher de faire ça. On voit bien que petit à petit, nous nous dirigeons vers des mécanismes de suffrage censitaire et d'information censitaire qui ne sont pas simples. Et on peut s'interroger sur ce que Macron et Mark Zuckerberg se sont dit. Et vous savez que l'Élysée a annoncé récemment qu'à la suite de cette rencontre, Facebook allait autoriser des gens de l'État français, des hauts fonctionnaires français, à aller discuter des algorithmes politiques de Facebook. Que va-t-il se discuter? C'est une bonne question. Moi, je vous promets que vous m'installez chez Facebook, je fais sortir Marine Le Pen et Mélenchon de toutes les timelines françaises sur Facebook d'un claquement de doigts. C'est très très simple de le faire. Il va bien falloir contrôler ce que nos dirigeants font quand ils causent à Mark Zuckerberg ou au patron de Google. Dernier point. Récemment, on se rend de plus en plus compte que notre cerveau est très transparent, il est très manipulable. Et je parle aujourd'hui, je ne parle même pas de l'arrivée potentielle des implants intracérébraux Neuralink de Musk. Et vous savez tous que je pense qu'il va être encore plus en retard pour les technologies cérébrales qu'il est en retard pour ses voitures. Mais on voit bien qu'on est très manipulable, que notre cerveau est transparent, et notamment des caméras qui surveillent notre cerveau peuvent nous observer, c'est ce que font les Chinois, vous savez, avec les points sur les passeports, mais on voit de plus en plus qu'une IA est capable de voir des choses sur notre cerveau. C'est bien ce qui a paniqué The Economist, qui en a fait il y a quelques mois à sa couverture, hein, cette fameuse couverture nulle part pour se cacher, nowhere to hide, et où The Economist expliquait avec quel degré de finesse une IA est capable de déterminer notre quotient intellectuel, par exemple, sur une photo de nous, et notre sexualité, puisque la précision des intelligences artificielles pour déterminer si on est gay ou hétéro sur une photo de nous est diabolique. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'éléments cognitifs que l'on voit sur notre visage, que l'on voit sur nos mimiques, etc., etc. Notre transparence est terrible. La transparence totale, c'est bien sûr la dictature. Il ne peut pas y avoir de démocratie si nous ne pouvons pas nous cacher.
Bengio, l'un des 3 spécialistes mondiaux de l'IA à Montréal, a cette semaine eu des propos absolument catastrophistes sur ce que la conjonction des neurosciences et de l'IA peut faire. Il a d'ailleurs déclaré que ce que la Chine faisait avec le passeport social et les points donnés et retirés par les intelligences artificielles des caméras de surveillance, 200 millions et bientôt 1 milliard, conduit à un mélange de 1984 et du meilleur des mondes. Donc voilà, nous avons beaucoup de questions, moi personnellement j'ai peu de réponses. Jean-François, qui est un politique et qui est habitué à trancher l'incertitude, en a davantage que moi, c'est normal, et je préfère être à ma position de lanceur d'alerte sur les problèmes que d'être le politique qui doit y répondre, parce que personnellement et très franchement, aujourd'hui, j'identifie pas trop mal les questions qui se posent, mais j'ai beaucoup de mal à avoir des réponses. Avant que vous n'attaquiez votre première boîte d'antidépresseurs, je voudrais d'abord vous dire combien je suis très heureux de partager avec Laurent ce moment avec vous et vous livrer, sur la base de ce qu'il vient de dire, quelques remarques et quelques observations personnelles que j'ai inscrites dans ce livre, sur la base d'abord d'une réaction qui a été de me dire, pour lire, écouter et dialoguer avec Laurent depuis de nombreuses années, que j'en avais marre qu'il traite les hommes politiques de crapauds. Et j'ai donc considéré que cela pouvait avoir du sens de lui proposer de relever ce défi, d'écrire avec lui un livre où, quelque part, on trouvait à la fois la parole du savant qu'il est, du scientifique remarquable, et celle du politique, qui n'est pas un scientifique, mais qui pour autant se passionne pour ces questions depuis des années, parce que je pense que ça a beaucoup de sens, en réalité, compte tenu de la gravité de la situation, dont il est l'analyste remarquable et certainement l'un des tout meilleurs Européens, que l'on puisse apporter non pas la contradiction, le but n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, nous essayons d'objectiver l'un comme l'autre la connaissance, les données, les intuitions que nous pouvons avoir, mais d'essayer simplement de voir s'il y a des pistes qu'il nous faut mettre en œuvre. En clair, si je devais résumer d'une phrase, c'est ce que j'ai un peu dit là dans l'édition qu'on a faite là ce week-end, en fait, je considère que Laurent Alexandre, il a totalement raison, sauf si, en clair, il y a un certain nombre de choses que nous avons l'obligation d'imaginer, de conceptualiser et de décider pour apporter une réplique à ce qui est une transformation considérable. Première remarque, elle nous renvoie au rapport complexe entre l'homme et le progrès. Lorsqu'on lit Laurent, lorsqu'on l'écoute, c'est une technique de rhétorique extrêmement importante, intéressante et efficace, qui consiste à donner une sorte de série de coups qui vous interpellent, qui vous secouent, et qui vous oblige à vous dire bon, il y a un moment où on arrête de les prendre les coups. Il y a un moment où on se bouge. Ou alors, ça veut dire que nos enfants, les petits-enfants, auront eu raison d'avoir honte de nous. Deuxièmement, le réflexe qu'on peut avoir en prenant un pas de recul, c'est de remettre cette énorme transformation en perspective. Et c'est la raison pour laquelle je prends une part de mon temps d'écriture à renvoyer la réflexion globale sur le rapport entre l'homme et le progrès, qui en fait, comme l'ont fait bien d'autres avant moi, est venu d'un homme politique, je crois que ça peut aussi avoir son importance, d'autant qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un livre où il y a un homme politique et un scientifique qui s'inscrivent dans une même approche intellectuelle sur ce sujet, d'IA. Mais je crois que ça a du sens de rappeler qu'il y a eu des grandes évolutions, des grands progrès technologiques, qui parfois se sont faits dans une échelle de temps extrêmement courte, et qui ont créé leur processus de destruction créatrice. Je citais cet exemple, entre 1879, date de la première ampoule électrique par Edison, jusqu'à 1930, vous voyez intervenir des inventions qui ont bouleversé complètement les choses. Qu'il s'agisse de l'automobile, qu'il s'agisse de l'avion, qu'il s'agisse naturellement de l'usage du pétrole, qu'il s'agisse de la pénicilline, du radium, tout autant d'éléments qui font qu'en 1930, c'est une autre planète. Et en vérité, avec des bouleversements, quand on lit les écrits de l'époque, qui sont tout aussi considérables. Et je choisis volontairement 1930 avant la Grande Dépression. Et bien entendu, chacun sait que dans l'histoire de l'humanité, d'autres grandes évolutions ont eu un impact. Premier point.
Deuxième point, il est absolument capital que ce sujet, on en parle. Il ne peut plus être simplement une affaire de spécialistes. Car en réalité, si je devais d'un mot dire ce qui pour moi est le plus grand danger, c'est la rétention d'informations. Et donc l'inconscience, par une écrasante majorité de la population mondiale, que ce sujet est un sujet qui n'est pas pour demain, qui existe déjà depuis 20-30 ans, sous une forme diverse. Et donc, à mes yeux, il faut que ce soit les hommes politiques et personne d'autre qui s'emparent de ce sujet, qui le mettent sur la table, et qui, j'ai envie de vous dire, en parlent gentiment. Gentiment. L'un des grands problèmes de ce sujet, c'est qu'il génère des tensions considérables entre les sachants et les autres. Ce que Harari, dans un autre contexte, appelle les homo deus et les inutiles. Il est absolument capital pour les responsables politiques de mettre tout le monde autour de la table pour dire « Eh, ça existe, vous l'utilisez déjà, et ça n'est pas que des mauvaises nouvelles ». Donc, ce premier point est absolument essentiel. Il y a dans notre démarche commune une volonté d'être des lanceurs d'alerte et de faire un travail de vulgarisation. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si on voit à travers les 2 émissions qu'on a faites, l'impact. D'abord, l'impact sur nos 2 plateaux. On a fait 2 plateaux de télévision, improbables. Ça peut peut-être en faire un 3e qui va être encore plus improbable dans quelques jours, s'il est confirmé. En 5 minutes, la totalité des gens qui étaient sur le plateau commençaient à vivre le truc intensément. On pouvait d'ailleurs partir tous les 2 et les laisser. C'était de Lambert Wilson, comédien, en passant par un autre artiste qui était là, c'était 6 ou 7, chacun avait son avis. Il y en a qui faut tout arrêter, comment on fait bon. Donc incontestablement, le seul fait de poser le sujet oblige à ce type d'échange, qui à mon sens est le début de ce qui doit être une approche de prise de conscience collective et ensuite de décision. Deuxième élément, en vérité, même si tout ce que dit Laurent Alexandre est parfaitement exact, il l'a écrit à de nombreuses reprises, et est une réalité, il n'en reste pas moins, tout, loin s'en faut, tout n'est pas perdu. D'abord parce que l'Europe aujourd'hui a certes des menaces réelles, elle est le premier marché de l'IA mondial, et elle se trouve coincée entre le tandem USA-GAFAM d'un côté, Chine-BATX de l'autre. Son objectif est donc, quoi ? De créer un G3 qui fera qu'à terme, on sera à la table. Mais pour être à la table, c'est ce que j'ai appelé le Yalta, pour être à cette table, évidemment, il y a quelques prérequis. Et parmi ces prérequis, il y a celui qui consiste pour nous à dire il faut que l'Europe mette en place un certain nombre de choses. J'en fais la liste. Parmi celles-ci, il y a des mesures de protection. Je parle par exemple d'un RGPD qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a enfin le mérite d'exister, qui doit être protecteur, et donc pas à la même vitesse pour les entreprises non européennes et pour celles qui le sont. Je parle d'un cloud européen. Il est aberrant que nous donnions tous la totalité de nos données à Google via le cloud. Que rien ne nous empêche technologiquement de créer un cloud européen qui protège nos citoyens, mais surtout nos entreprises. De la même manière que j'évoque de manière plus offensive la dernière chose qui nous reste, mais qui nécessite évidemment qu'on le mette sur la table, qui est le poids de nos opérateurs télécoms. Je ne crois pas qu'on puisse créer des GAFAM européens aujourd'hui, c'est pas raisonnable de le dire. C'est sympathique, mais c'est pas raisonnable. Qu'est-ce qui nous reste ? Un peu comme au moment où tout était perdu pour la France, il y a de cela 70 ans, il nous reste encore l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, on peut essayer de repartir de là. Bon, à l'époque des colonies. Et bien là, j'ai envie de vous dire, il nous reste encore quelque chose, c'est nos opérateurs téléphoniques. Le problème, c'est qu'on en a 105 en Europe. Ils sont 3 aux États-Unis. Mais on voit bien qu'à travers ces opérateurs téléphoniques, qui sont les câbles par lesquels passe l'information, on a tout de même, qu'on le veuille ou non, un outil considérable. Qu'est-ce qui nous empêche, les dirigeants politiques européens, à l'initiative de quelques-uns d'entre eux, à un moment ou un autre, et on sait que ce ne sera pas avant les élections européennes, ça c'est certain, mais qu'à un moment ou un autre, on dise aux opérateurs télécoms, maintenant, ça suffit. C'est une affaire de sécurité européenne, c'est une affaire de sécurité nationale. Donc trouver les synergies qui vont bien, les partenariats qui vont bien, pour en réalité commencer à réimposer un début de rapport de force qui serait celui d'une stratégie du faible au fort que l'on connaît depuis que l'homme est l'homme et que se théorisent les stratégies de défense. Troisième élément, Laurent l'a évoqué, évidemment qu'il faut créer une nouvelle armée. Nous vivons depuis des siècles avec la marine et l'armée de terre, depuis 1914 avec l'aviation, il nous faut une cyberarmée aujourd'hui. Et de mon point de vue, c'est d'ailleurs un petit point qui nous différencie, le régalien
est aujourd'hui la clé de voûte du système, il est loin d'être mort, c'est l'apanage des politiques, et dans ce domaine, les Européens doivent maintenant passer la surmultiplier, et toutes ces choses-là paraissent aujourd'hui inaccessibles tant nos dirigeants européens sont amorphes, mais rien n'empêche de penser qu'à la faveur d'un certain nombre de mouvements de ras-le-bol en Europe, un certain nombre de dirigeants démocratiques se disent maintenant, ça suffit, si on ne veut pas que l'IA tue la démocratie, il va bien falloir qu'un certain nombre d'entre nous, refusant de laisser la place aux extrémistes, prennent les choses en main. Troisième et dernier point, pour ne pas être trop long, Laurent l'a été, première fois, hein, c'est la première fois qu'on fait un débat ensemble, c'est un grand plaisir pour moi. Troisième... Comme toi, la télé. Voilà, laissez trouver aussi, ouais. C'est ça, mais absolument. C'est l'esprit de synthèse qui se venge. C'est ça. Troisième et dernier point, je crois que c'est très important qu'on pose cette question d'inégalité, pas uniquement sous l'angle qu'a choisi Laurent. Les chiffres de Laurent Alexandre sont absolument implacables. Et évidemment qu'il a raison. Nous sommes aujourd'hui confrontés, face aux inégalités sociales et éducatives, à un risque considérable, dont les gilets jaunes ne sont qu'une toute petite partie de ce que cela peut être demain si nous n'organisons pas les choses autrement. Pour autant, je pense qu'en réalité, sur ce sujet, si on est un peu malin, l'intelligence artificielle peut nous aider à renverser la vapeur. D'abord parce qu'elle offre des techniques éducatives absolument révolutionnaires. Je mesure, en tant que maire de Meaux, les effets très rapides qu'ont pu constituer l'usage d'un certain nombre d'outils numériques avec des professeurs formés dès le primaire, dans des quartiers réputés sensibles, comme on dit pudiquement, puisque je suis maire d'une ville qui est marquée par ces inégalités très fortes. Deuxième élément, je pense que la nature humaine est ainsi faite qu'elle a une capacité d'adaptation beaucoup plus forte que certains ne le pensent à ce type d'évolution. En clair, il y aura de la casse, il y a de la casse, mais il y aura aussi, parce que c'est la force du génie humain, et pas simplement de ceux qu'on suppose être les plus intelligents, au QI le plus élevé, une capacité d'adaptation qui, en réalité, peut générer, du point de vue politique, un certain nombre d'initiatives. Et je crois beaucoup à ça, parce qu'en réalité, même si tout va beaucoup plus vite, nous sommes confrontés à des défis vitaux, et que l'instinct vital est quelque chose qui a beaucoup de sens dès lors que l'on met en place des programmes qui le permettent. Et encore une fois, du point de vue éducatif comme du point de vue territorial, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Enfin, dernière remarque conclusive que je voudrais dire, on parle beaucoup des robots. Bien sûr, d'ailleurs je commence mon chapitre avec l'élection de Victor Beau, premier président de la République, robot, élu en 2042. Néanmoins, je voudrais vous dire une chose. Ma conclusion de tout cela, c'est que à la fin de la journée, le gagnant, ça sera la fête. En clair, les robots n'ont pas vocation à détruire l'humanité, pour une raison simple, c'est qu'ils sont créés par les hommes. Et que ceux qui vous expliquent qu'en réalité tout ça va se terminer par une destruction totale de l'humanité, juste rappeler qu'il n'y a de robots que parce que les hommes les ont créés. Et s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de raison d'y avoir des robots. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, de mon point de vue, on peut aussi avoir une évolution moins tragique qui consiste pour les hommes à utiliser les robots et à faire des robots des supports d'amélioration considérable de la qualité de vie, comme toutes les inventions qui ont été créées par les hommes depuis le début de l'humanité ont contribué à cette amélioration des conditions de vie quand c'était évidemment à usage positif et pas à usage destructeur. Très concrètement, je pense qu'un certain nombre de professions aujourd'hui sont gravement menacées, mais pas menacées de destruction, menacées de transformation. Et là, pour le coup, pas simplement les emplois les plus faiblement qualifiés. On parle souvent des médecins, on parle des avocats, on parle naturellement de tous ceux qui, dans la profession du chiffre, comme des professions du droit, se trouvent en situation d'être concurrencés, évidemment, du point de vue technique, par la machine. Mais, du coup, qui choisira-t-on comme avocat? Qui choisira-t-on comme cancérologue? Celui qui est le plus sympa, celui qui est le plus humain, celui qui vous accompagnera le plus dans votre réflexion, dans votre combat contre la maladie, dans votre réflexion stratégique pour mener un dossier difficile. Et ce qui est vrai pour certaines professions, en fait, l'est pour beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Donc, mon point sur ce sujet,
Et que dès lors que les hommes et les femmes politiques remettent les perspectives, et je pense en particulier que l'idée, à l'image de ce qu'avait fait Kennedy lorsqu'il avait proposé un programme Apollo pour les 10 années qui suivent, d'aller sur la Lune, l'idée de dire, imaginons pour l'Europe et pour la France, de constituer une IA Nation, de se focaliser sur les 10 ans qui viennent, sur l'idée de dire on concentre tous les esprits vers cette idée, de faire une IA Nation, d'être capable de qu'on en parle, qu'on crée du débat autour de ça, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en défensive, peut considérablement bouleverser les approches. Ce que je vous dis là aujourd'hui, au regard de la force des propos de Laurent, peut vous paraître sympathique. Bon, la vérité, c'est que ce qui fait la différence et la noblesse de l'homme politique, quand il veut bien exercer la plénitude de ses fonctions plutôt que de s'excuser toutes les minutes d'en être, c'est justement de bousculer ça. Et de dire, mais en fait, c'est bien gentil de parler de la taxe sur le diesel, mais on est tellement loin des vrais sujets. Le véritable sujet aujourd'hui ne peut pas être simplement d'aller décapiter les riches, de faire ressurgir les spectres les plus atroces que nous connaissons tous lorsque l'on laisse la rue aux extrémistes. Il est posé ces questions-là comme étant la superstructure du débat qui est le nôtre, beaucoup plus qu'un certain nombre des choses que nous voyons aujourd'hui, et qui, comme l'a dit très justement Laurent, sont caricaturées par des gens qui ne connaissent absolument rien à ces sujets et à qui on donne une importance anormale, notamment du point de vue médiatique. Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter un peu la manière dont nous avons conçu ce livre ensemble. C'est un exercice qui était absolument passionnant et qui montre en réalité qu'il y a une vraie richesse dans la réponse que l'on peut apporter au niveau français et européen. Alors je voudrais non pas répondre à Jean-François sur ce on s'est beaucoup dit de choses. Jean-François, bien sûr, est dans son rôle d'être optimiste. Hein, mais enfin, je vous invite tous à aller regarder la carte des gros câbles Internet mondiaux. Hein. Ils n'appartiennent pas aux opérateurs télécoms. Hein. Ils appartiennent aux GAFAM. C'est-à-dire les plus gros câbles. Ça, c'est rien que ça, c'est le réseau Google. Il y a le réseau Facebook, ils ont tous leurs propres câbles. Tous les géants du numérique et de l'IA ont leurs propres câbles, des câbles énormes. Maintenant, des câbles en térapode. Donc, voilà. Donc, effectivement... On la montre à chaque fois, à la carte. On prend... tu exagères. Donc, effectivement, on a 105 opérateurs télécoms. Je m'excuse, il va encore m'engueuler, mais qui, par rapport aux GAFAM, sont des crapauds. Et même aux États-Unis et en Chine, où il y a 3 ou 4 opérateurs télécoms, les opérateurs télécoms, ils n'ont pas réussi à rentrer sur le marché de l'IA. Ils sont absents. Vous avez déjà vu AT&T, vous avez déjà vu China Telecom dans l'IA, ils n'y sont pas présents. Donc c'est effectivement notre seul atout, c'est les opérateurs télécoms, mais on en a trop, et ils sont tous minuscules, et en plus pour un opérateur télécom, c'est pas évident de rentrer sur ces marchés-là. On a une différence par rapport aux autres révolutions. La révolution de la vapeur, de l'électricité, du moteur à explosion, on a une différence. C'est que c'est la première fois qu'il y a une technologie qui concurrence les cerveaux. Et là encore, et c'est pas politiquement correct, l'IA, elle ne concurrence pas tous les cerveaux. L'IA concurrence les cerveaux les moins bien organisés, et elle magnifie les cerveaux les plus doués. C'est-à-dire qu'il y a une substituabilité pour les cerveaux les moins doués, et au contraire, il y a une énorme complémentarité, puisque l'IA, je le répète, consomme énormément de cerveaux bien formés, énormément des meilleurs cerveaux. Il y aura besoin demain de plus en plus d'ingénieurs, de techniciens ultra qualifiés, de managers de haut vol, de savants, etc. etc. Donc, et ça, c'est nouveau. La vapeur ne concurrence pas le cerveau humain. Le moteur à explosion à l'électricité ne concurrence pas le cerveau humain. C'est la première fois qu'on concurrence le cerveau humain, et donc on n'est pas organisé, on n'a pas encore de recettes pour gérer cette révolution. Alors, j'ai un tout, mais c'est une question connexe du problème des opérateurs, de savoir qui a un plus gros kiki entre les opérateurs télécoms et les GAFA. Aujourd'hui, c'est les GAFA, même américains et chinois. Sur le cloud, il faut pas se tromper. Oui, il faudrait un cloud européen. Mais un cloud européen, aujourd'hui, il faut mettre 100 milliards. Il ne faut pas croire que le cloud, c'est que de l'infrastructure.
Pour faire du cloud, il faut avoir ses propres microprocesseurs. Personne n'est capable de faire aujourd'hui un vrai cloud avec du software as a service derrière, sans ses propres puces FGPA et GPU. Ce n'est pas vrai. Tous les gens qui font du cloud sur Terre fabriquent leurs propres microprocesseurs. Google, Apple, Facebook, Microsoft dépensent chaque année plusieurs milliards de dollars pour leurs propres microprocesseurs dédiés au cloud. Le cloud, on ne le fait pas en mettant des serveurs en batterie. Il faut une architecture, il faut du big data, il faut plein de choses. Donc effectivement, vouloir rentrer dans le cloud, c'est un effort financier immense. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment on fait du cloud quand on n'est pas un GAFA ou un BATX. Eh bien, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en réalité, si on n'est pas plateformiste, aujourd'hui, on ne sait plus faire de cloud, parce que le cloud, c'est plus le cloud d'il y a 10 ans. En réalité, le cloud n'existe pas. Il reste une seule chose, c'est cloud plus IA. Personne ne veut stocker des données s'il n'a pas des services de type software. Moi, j'ai plein de data chez Amazon, dans mes différentes startups. J'achète pas que du cloud chez Amazon. J'achète du cloud plus de l'IA. Du cloud tout seul, je m'en tamponne. On s'en fout, c'est plus le sujet. Et donc, effectivement, le cloud d'avant est au cloud d'aujourd'hui qui contient de l'IA, à ce que les téléphones Nokia de 2001 sont au dernier iPhone. Et donc, il va falloir une stratégie offensive en Europe sur le cloud, mais il ne faut pas se tromper, c'est pas 5 milliards. C'est sans doute une centaine de milliards qu'il faudrait pour qu'il y ait un embryon de cloud européen. Sans doute 20 milliards sur les puces, pas par an, hein, mais 5 milliards sur les puces chaque année, etc. etc. Donc l'effort, il est immense, et pour mettre autant de pognon, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Juste un petit mot, parce que malheureusement, je vais devoir partir à 25, parce que j'ai un train pour aller rencontrer des étudiants à Londres, mais sur ce même sujet d'ailleurs, juste pour dire naturellement, encore une fois, qu'on est bien en phase, évidemment, Laurent et moi, sur non seulement évidemment l'ampleur du sujet, mais sur la nécessité d'apporter une réponse budgétaire considérable, bien entendu. Tout ça est exact. Je vais d'ailleurs même un peu plus loin. Personne, lorsqu'on dit qu'on veut un cloud européen, ne pense qu'il s'agirait d'un cloud à l'identique. Il faut utiliser et réfléchir et imaginer avec les cerveaux européens, voire acheter, si je puis dire, le talent d'autres continents. On doit pouvoir à un moment ou un autre se poser la question de déverrouiller le niveau de salaire, hein, ce qu'évoquait tout à l'heure Laurent. Tout ça nécessitera, et c'est là-dessus que je voudrais partager avec vous ce dernier mot qui à mes yeux est essentiel, en fait, l'émergence de dirigeants qui cassent vraiment la table. En clair, il est impossible de continuer de diriger nos pays comme nous le faisons aujourd'hui. C'est, parce qu'on parle de disruption, de mon point de vue, un changement complet de management qu'il faut mettre en place. On ne peut pas continuer d'être dans une logique qui, peu ou prou, ressemble à des systèmes de soviets améliorés dans lesquels la parole de chacun vaut celle de l'autre, sans aucune aptitude à la décision, en piétinant en permanence les logiques de décision et d'autorité. C'est impossible. Et mon intuition, pour avoir, comme vous tous, quelques référentiels historiques, c'est qu'il y aura un moment, je suis incapable de vous dire quand, où il y aura des gens qui vont dire maintenant, ça suffit. On va en appeler évidemment à la résistance, comme ça arrive à chaque fois quand il y a ce process de dégradation à la fois intellectuelle et sociale. Et il y aura donc un moment que je ne sais pas dater, où il y aura une transformation naturelle des dispositifs de décision et où émergeront des dirigeants qui diront maintenant, on va changer le mode d'emploi. Donc la démocratie va mourir. Eh bien, la question que je pose, que nous posons ensemble, elle est celle-là. Elle est de dire, sommes-nous capables d'avoir une approche qui soit suffisamment démocratique pour préserver les libertés que nous considérons comme essentielles, celles des libertés que nous considérons comme essentielles, Philippe, et de l'autre, celles dont nous considérons qu'elles doivent être temporairement, je ne sais pas combien de temps, mises de côté pour que le processus de décision politique l'emporte sur tous les autres. En clair, sommes-nous capables demain de faire passer l'idée que le nouveau mode de gouvernement, quel qu'il soit dans nos pays, doit concilier le progrès et l'autorité. Le progrès, parce qu'il est impossible de continuer de se perdre dans des débats qui sont ceux du 19e ou du 20e siècle. Et on a eu encore une illustration marrante chez Ruquier, où on nous parlait de lutte des classes, un truc d'un autre temps, pour la jeune génération qui est tellement délirant.
Donc il faut bien qu'on parle de progrès, au sens le plus noble du terme, et sans tabou, mais de l'autre de l'autorité, parce qu'il ne peut pas y avoir de redressement si à un moment ou à un autre on n'organise pas la société de manière verticale. Et c'est tout l'enjeu que de reconstruire cet équilibre. Et aujourd'hui, nous sommes à l'inverse de ça, jusqu'au jour où. Voilà. On a eu en 58 avec le général de Gaulle, c'était pas la dictature. Alors, ça, bien non, sûr. mais ce jour est déjà arrivé. Bien sûr. Quand on entend ce que dit Macron sur la liberté de la presse, Non, ce jour n'est pas arrivé. C'est pas parce que elle n'est pas Macron. déjà morte en Non, démocratie avec les mesures. Non, alors écoute là-dessus, je vais te dire, elle est non seulement. Anti-casseurs et la volonté de contrôler les journalistes. Non. Enfin, d'abord, c'est pas parce que c'est au détour d'une phrase que c'est opérationnel. Chacun sait aujourd'hui le décalage considérable qui existe entre la parole politique et l'efficience des décisions qui sont prises. Et c'est tout le drame d'ailleurs. Je pense qu'on devrait un peu moins parler et un peu plus agir. Bon. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où en réalité c'est un processus de décision. Pour ça, il faut un momentum, il faut un calendrier. Il n'y a ni momentum ni calendrier, puisque tout est totalement bloqué. Et ça, maintenant, ça nous renvoie à des nouveaux rendez-vous électoraux qui aujourd'hui n'ont pas leur place. Donc un jour ou l'autre, de toute façon, tout ça arrivera. Et ce sera brutal. La question est d'éviter que ce soit Mélenchon et Le Pen. Voilà, pour le faire court. Mais tous ces sujets sont très imbriqués, parce qu'en réalité, il y a derrière cela, de mon point de vue, c'est capital, l'introduction de l'intelligence artificielle et de toutes les problématiques qu'évoque Laurent et que j'évoque, dans le débat public. Ça ne peut pas être que l'affaire des spécialistes. Ici, dans cet ensemble, nous avons parlé de choses que vous connaissez les uns et les autres parfaitement bien, pour des raisons professionnelles, pour des raisons générationnelles, pour des raisons intellectuelles. Il faut mesurer la difficulté que l'on peut avoir d'aborder ces sujets dans une réunion d'appartement, dans une tour à mots. Et pourtant, croyez-moi, c'est capital, parce qu'ils sont pas idiots les gens du tout, hein, pas idiots. Ils comprennent au quart de tour. Et ils ont tout de suite 3 questions. 1, mon emploi, est-ce que je vais pouvoir le garder? 2, est-ce que je vais comprendre ce qu'on me raconte? 3, est-ce que je vais pouvoir en profiter? Voilà. Ces 3 sujets-là ne peuvent pas engager uniquement l'honorable assemblée qui est ici. C'est un sujet qui nous engage tous. Donc, c'est ça qui, de mon point de vue, est en jeu, et c'est tout l'intérêt de l'exercice que nous avons fait. Moi, je veux dire que c'est pour moi absolument passionnant d'échanger avec Laurent, parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir ce type de débat aujourd'hui en politique, hélas, alors qu'ils sont infiniment plus importants que tout le reste. Voilà. Je suis confus, il faut que je prenne mon train, je vais donc laisser Laurent terminer sur la thématique des hommes politiques. Une question. Alors, une question, allez-y. Une question. Quel est le niveau de connaissance de ces thèmes dans la classe politique? Alors, je vais vous dire, il est objectivement Modeste. il est à la fois fort et faible, comme toujours. Les choses ne sont pas ni tout blanc ni tout noir. Il est fort au sens où tout homme politique, un tout petit peu mobilisé, voit bien que ces sujets sont énormes. Il est faible pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a une petite muraille technique quand même, il faut rentrer dedans. Et puis deuxièmement, parce qu'une fois qu'on est rentré dedans, on en fait quoi? Et on en parle avec qui? Et avec quels mots? Et sous quelle forme? Face à des médias dont très justement Laurent dit, et je partage complètement cet avis, que la question de leur rapport au raisonnable est une question qui est tranchée, ils y ont renoncé. Deuxièmement, parce que au-delà de cela, le seul fait de pouvoir intéresser est compliqué. Nous faisons un petit pari tous les deux. C'est que les résultats de nos ventes soient suffisamment significatifs pour que les médias soient obligés de s'y intéresser. Le paradoxe est qu'au début, lorsque nous en avons parlé, nous avons eu quelques mal à intéresser quelques médias qui étaient tellement branchés sur Gilets jaunes, et qu'est-ce que vous pensez de la dernière réplique de je ne sais qui, de Mélenchon, ou de l'usage des flashballs, ne faisaient pas du tout le lien avec ce qu'on évoquait. Alors c'est en train maintenant de s'enclencher, parce que voilà, mais c'était très intéressant de voir, on va voir si on a de la place dans l'actualité. Mais c'est l'actualité, monsieur. Vous voyez? C'est ça qui est très intéressant. Et donc l'homme politique, le journaliste, se trouvent l'un et l'autre, chacun dans leur rôle, à trouver l'équilibre entre temps court et temps long, qui est l'éternelle problématique qui nous engage tous, et qui nous met en première ligne face à ces sujets. Voilà. Pardon s'il faut que j'y aille, parce que j'ai 7 heures de train, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Dernière question? Oui. Bon voyage. Le Brexit. Voilà, c'est les étudiants, c'est plus dynamique. Dernière question. Je vais vous poser une question sur le cloud.
En fait, je pense en France, on n'a pas la France et en Europe, je pense que c'est tant le problème de budget et ce qu'on met dans la recherche. Moi, j'ai commencé l'IA il y a 35 ans et j'ai fait beaucoup de contrats européens. Citez-moi, avec les montants gigantesques qu'on a engloutis dans des programmes européens, dans les PCRD, maintenant les H2020, citez-moi réellement des sorties de produits, de services qui soient vraiment issus de ces montants gigantesques qui ont été alloués. Juste sur ce point, pour avoir participé à pas mal de ces programmes qui maintenant sont H2020, la seule chose qui intéressait à Bruxelles, c'était pas le contenu du programme, c'était d'être sûr qu'il y ait une parité homme-femme et qu'il y ait des Maltais, des Chypriotes, des Estoniens et des Moldoslovaques du Sud. Aux États-Unis, on s'en-tamponne qu'il y ait des gens d'Alaska dans un programme fédéral. On veut juste qu'ils délivrent. Et nous, on était dans une folie européenne qui était la folie égalitaire, mais c'est normal, vu de Bruxelles, vous savez bien que Malte a un commissaire européen comme l'Allemagne, hein, et que le Luxembourg en a autant que l'Angleterre, il va en avoir plus que l'Angleterre avec le Brexit. Donc on a un vrai problème, c'est toujours la même chose. On est bisounours, on n'est pas dans une politique de puissance. Quand on fait un programme de recherche dans un pays normal, on ne cherche pas à avoir la parité avec les crapauds et les chercheurs de niveau mondial, on cherche à réunir des chercheurs de niveau mondial pour délivrer, et puis après ça ruisselle. Voilà, donc en fait on engloutit quand même un argent fou dans ces programmes-là pour ne rien sortir. Donc je crois que le problème qu'on a plutôt, c'est un problème de détection des talents. En fait, on ne sait pas détecter les talents. Vous avez parlé longtemps du cloud. Je connais la personne qui serait capable de créer un cloud européen, qui est quelqu'un du plateau de Saclay, qui s'est battu pendant 7 à 10 ans pour effectivement faire ça. Du temps de CloudWatt, quand il y avait CloudWatt qui a été monté, CloudWatt, une start-up issue de 3 grands groupes, 3 grands comptes. Un bel échec, oui. Un bel échec. Eh bien, lui, tout seul, il aurait pu faire beaucoup. Il aurait pu. Mais une fois que vous attendez le métro pendant 10 ans, vous êtes cuit. Et ces chercheurs européens qui attendent, à la fin, je leur connais beaucoup, même quand ils étaient brillants en 1912, ils sont aigris, malheureux, et de toute façon, ceux qui n'étaient pas aigris ont été achetés par les Américains et maintenant par les Chinois, parce que d'attendre pendant des années et des années et des années, à la fin, c'est un petit peu usant. Non, mais ne vous faites pas de soucis pour lui, maintenant il est chez Facebook. Maintenant il est C'est bien ce que je vous dis. Soit il est parti, soit il est malheureux et aigri. Simplement, ce qui est très dommage, c'est qu'on n'a pas su détecter ce talent. Pareil que Bruno Maisonnier, qui s'est battu comme un beau diable pendant très longtemps pour ne pas vendre ses robots, qui étaient effectivement quand même une belle réussite, je trouve, de la robotique en France, et qui a finalement craqué et qui a vendu à SoftBank. Oui, mais bien sûr. Donc, je veux dire, on ne sait pas. Non, mais on ne sait pas. Mais très clairement, vous savez bien, moi j'ai fait plein de papiers dans l'Express sur le problème de la grille salariale et du mercato des cerveaux. La situation qu'Antoine Petit, le nouveau directeur général du CNRS, a développé dans le Figaro récemment, de savoir qu'un bac plus 11 spécialisé en IA au CNRS est à 3000 bruts par mois. Alors qu'au même niveau, il est à 500 000 chez un GAFA, est une situation qui est juste intenable. C'est-à-dire, on voit que petit à petit, ne reste dans la sphère publique en matière de recherche, soit des gens d'ultra-gauche qui détestent l'argent, soit des Asperger qui veulent rester à la cave à l'INRIA parce qu'ils ne savent pas prendre le métro pour aller jusqu'à Roissy, prendre l'avion vers la Californie ou vers la Chine, soit des nuls, soit des universitaires, comme Benjo Hinton au Canada, mais qui ont des très 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 belles situations à l'université, qui ont des contrats de consulting à côté, etc. Mais de rester comme chercheur à l'INRIA ou au CNRS à 3000, sauf la première année, ça prouve que vous êtes soit malade, que vous avez une pathologie, ou vous êtes déprimé, vous voyez, ou que vous avez un vrai problème, parce qu'il ne peut pas rester dans ces institutions de bon, hélas. Il peut pas. Alors, il reste la vieille génération. Je connais parmi les très grands chercheurs français des gens de 60 ans qui, eux, disent « Oh non, je reste, moi, mes enfants sont là, etc. » Mais parmi les jeunes, on voit bien que la fuite est énorme et que parmi les très grands chercheurs en IA d'origine française, la plupart aujourd'hui sont partis chez les GAFA. Vous savez combien gagne Lequin chez Facebook? 1
on ne connaît pas son salaire, mais probablement des millions, entre 5 et 10 par an, probablement. Et c'est pareil de tous les grands spécialistes. Je ne dis pas que ces salaires sont justifiés et sont moraux et sont politiquement corrects, mais c'est la réalité. Donc c'est vrai qu'à 3 000 € par mois brut, ce qui nous fait du 2005 net, alors que les mecs bossent 100 heures par semaine, ils sont payés moins bien qu'une femme de ménage, c'est sûr que ça ne va pas le faire et qu'on se tue. Alors, on est effectivement rentré dans une quête mondiale des cerveaux, tout le monde se bat et paye les cerveaux à prix d'or, et nous, dans notre recherche publique, on est d'un sadisme absolument fou, mais qui est intenable. On va assécher notre recherche, on va garder l'ancienne génération, les gens de mon âge, finalement, ils assument, puis ils sont habitués, puis ils ont des bénéfices secondaires de type masochiste. Et puis la jeune génération est moins masochiste, elle parle très bien anglais. Les jeunes PhD brillants français, ils sont bilingues, et ils sont déjà allés plein de fois en Californie, et un jour, ils ne reprennent pas le billet de retour. Merci, je suis désolé, je me suis absolument engagé à ce que vous soyez libre. Donc je vous libère. Juste pour vous dire, le prochain podcast que nous publions, c'est un numéro hors série avec Olivier Zrati qui commente son rapport du CES 2019. Ça sort vendredi. Le 20 février, c'est Guy Mamoumani qui va présenter son livre « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». N'oubliez pas, enfin, qu'il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Et donc, n'oubliez pas de devenir membre de Sapiens et de cotiser et de donner pour que nous puissions garder notre indépendance. Bonne journée.